Salut à tous, ça y est, je me lance dans les chroniques vidéo et pour commencer ces chroniques, j'ai naturellement choisi un film récent et très attendu, le reboot/remake de Godzilla. Godzilla est mis en scène par le jeune et surdoué réalisateur anglais Gareth Edwards. Jeune parce qu'il n'a que 2 longs métrages à son actif, Godzilla compris, surdoué parce que son premier film, Monsters, sorti en 2010, a été réalisé pour 3 fois rien, qu'il y a occupé les postes de réalisateur, scénariste, chef opérateur, directeur artistique, superviseur des effets spéciaux, le mec est donc relativement polyvalent, et que le résultat est tout simplement impressionnant. Je vous le conseille, c'est un film original et très poétique. Ici, ce qui nous intéresse, c'est le retour du roi des kaiju, Godzilla. Est-ce que c'est vraiment utile de présenter Godzilla ? Je pense pas. Mais je vais le faire quand même. Godzilla est un film sorti en 1954 dans un Japon encore traumatisé par Hiroshima. On peut pas vraiment leur en vouloir. Le thème du nucléaire joue d'ailleurs un rôle central dans ce film, car ce sont justement les essais nucléaires perpétrés par l'homme qui réveillent Godzilla d'un sommeil de plusieurs millions d'années. Et Godzilla, à son réveil, il est pas content. Le film présente Godzilla comme une force destructrice, quelque chose d'imparable. On peut y voir une métaphore du nucléaire, une bombe atomique vivante, mais c'est avant tout une métaphore de la nature elle-même. Godzilla représente l'équilibre. C'est une réponse de la nature au nucléaire censée remettre les choses à leur place. Le message est clair, n'utilisons pas le nucléaire ou la nature se chargera de nous le faire payer. Suite à ce premier film, Godzilla est devenu une sorte d'icône, star de plus d'une trentaine de films où il est petit à petit passé du statut d'antagoniste à celui de protecteur. Parmi les 30 films, on peut citer King Kong contre Godzilla, Mothra contre Godzilla, Godzilla vs Hedorah, Godzilla vs Gigan, Godzilla vs Megalon, Godzilla vs Bioland, Godzilla vs King Ghidorah, Godzilla vs Mothra, Godzilla vs Space Godzilla, Godzilla vs Destroyer, Godzilla vs Alien, Godzilla vs Pikachu et Godzilla vs les Minicums. Bon, je déconne, mais je suis sûr qu'à un moment ou à un autre, ils y ont pensé. Parce qu'il faut bien l'avouer, la carrière cinématographique de Godzilla est constituée de tout et surtout n'importe quoi. D'ailleurs, vous devriez y réfléchir à 2 fois quand vous dites qu'Hollywood épuise ses franchises jusqu'à l'os. Ils en sont encore très très loin. En 1997, le réalisateur allemand Roland Emmerich nous offre son remake hollywoodien. Et comment dire, c'est du Roland Emmerich. Le divertissement américain basique des années 90, patriotique à mort, rigolo grâce à un Jean Reno totalement en roue libre qui imite Elvis, mais loin d'être inoubliable et surtout peuplé de personnages insupportables. Le film a marché, mais il a tellement déplu aux fans japonais qu'aucune suite n'a jamais vu le jour. Pire, le monstre lui-même a été renié par la Toho, la boîte de production détentrice des droits de Godzilla, dans le film Godzilla, Mothra and King Ghidorah, Giant Monsters All Out Attack. C'est vachement long comme titre. The New York attack was Godzilla, right? That's what all the American experts claim, but our guys here have doubts. Quand ils ont annoncé un nouveau remake, j'étais vachement curieux de savoir ce que ça allait donner. Notamment parce qu'avec la technologie dont on dispose aujourd'hui, il y avait vraiment moyen de faire quelque chose d'intéressant. Mais comme d'habitude, pour que ma curiosité laisse place à l'excitation, il me faut un nom, celui du réalisateur. Et en l'occurrence, ça a été Gareth Edwards. J'ai trouvé ce choix vachement couillu de la part des producteurs, parce que confier 200 millions de dollars à un réalisateur dont le précédent film n'en a coûté que 200 000, c'est une énorme prise de risque. Mais c'est aussi un choix synonyme de bonne volonté de la part des producteurs. Pourquoi ? Parce que Monsters était comme son nom l'indique un film de monstres. Mais pas vraiment en fait, c'était un film assez intimiste, centré sur 2 personnages. Les monstres étaient en arrière-plan. Confier un projet tel que Godzilla au mec qui a écrit et réalisé le premier film de monstres intimiste, c'est rechercher quelque chose d'original, d'intéressant, de nouveau. Sur le papier en tout cas. Ça va spoiler chérie ! Attention, je m'apprête à spoiler le déroulement du film. Si tu n'as pas vu le film, je te conseille de te rendre à 8 minutes 40. Sinon tant pis pour toi, je t'aurais prévenu. L'histoire commence en 1999 aux Philippines alors que le docteur Serizawa, joué par Ken Watanabe, découvre que quelque chose s'est extrait d'une mine d'uranium. Quelque chose qui n'est pas de l'uranium. Au même moment, au Japon, on fait connaissance avec Joseph Brody, joué par... Say my name. Bryan Cranston. Goddamn right. Cool! Bryan Cranston, donc un acteur génial que vous connaissez très probablement. Lui et sa femme, jouée par Juliette Binoche, travaillent dans la centrale nucléaire de Janjira. Naturellement, les choses vont mal tourner car la chose qui s'est extraite des mines d'uranium et qui n'est pas de l'uranium vient foutre le bordel dans la centrale. Cause une fuite dans le réacteur, oblige Joe à abandonner sa femme, détruit complètement la centrale, oblige les autorités à évacuer la ville et cause un traumatisme profond chez Joe. Ah, et sinon, il a un fils, mais c'est pas très intéressant. Suite à ce prologue plutôt efficace, on a droit à une ellipse de 15 ans et on se retrouve à San Francisco avec son fils, Ford, devenu militaire et joué par Aaron Taylor Johnson. Qui casse. Il est marié avec elle, jouée par Elizabeth Olsen, avec laquelle il a un fils dont le nom a échappé. Bref, il semble avoir totalement tourné la page sur les événements tragiques survenus pendant son enfance. À moins qu'il les ait refoulés. Ouais. Mais tout bascule lorsqu'il reçoit un appel du Japon. Son père s'est fait arrêter.
Il s'y rend parce qu'il est super sympa, et arrivé sur place, les retrouver avec son père sont plutôt tendus. On sent une relation conflictuelle entre les deux. Joe est littéralement obsédé par l'accident de la centrale alors que son fils refuse d'y faire même la moindre référence. On apprend alors que la version officielle des faits est que l'accident a été causé par une catastrophe naturelle. Mais Joe sait que c'est faux, et il est bien décidé à rétablir la vérité. Et ouais, des fois, les autorités nous mentent. Seulement pour prouver sa thèse, il faut qu'il retourne chez lui récupérer des disquettes. Et c'est là que les choses se gâtent. Les autorités leur tombent dessus, les amènent à la centrale où on retrouve le docteur Serizawa. C'est aussi là qu'on découvre enfin la chose qui s'est extraite des mines d'uranium et qui n'est pas de l'uranium. Et qui n'est pas Godzilla non plus d'ailleurs. Bref, la chose s'échappe, fout un monstrueux bordel, et c'est là que le film commet la pire erreur possible. Quel est le but principal d'un film? L'émotion. Et quel est le meilleur moyen d'y parvenir? Les personnages. Jusqu'à présent, le personnage auquel on s'attache, c'est Joe. Déjà parce que Bryan Cranston joue vraiment formidablement bien, et de plus parce que tout simplement, c'est lui qui a été le plus développé. C'est donc normal qu'on s'y attache. Et en plus de ça, son trauma est vraiment très intéressant d'un point de vue dramatique. C'est tout à fait logique que le film tourne autour de lui, et de la façon dont il va affronter ses vieux démons en faisant face à la chose qui a détruit sa vie. Sauf que, il meurt. Comme ça. Et là, il reste que le fils, qui n'avait d'intérêt dramatique que dans la relation conflictuelle qu'il entretenait avec son père. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un personnage central totalement dénué d'intérêt. Le film continue et on apprend que la chose qui s'est extraite des mines d'uranium et qui n'est pas de l'uranium et qui n'est pas Godzilla non plus est un MUTO, acronyme de Massive Unidentified Terrestrial Organism, qui signifie organisme terrestre, massif, non identifié. Un autre money donc. Suite à ça, on apprend que le docteur Serizawa est au courant que ce genre de monstre existe, et que les essais nucléaires du Pacifique n'étaient pas des essais, mais des tentatives de tuer l'un d'eux, Godzilla. C'est là que Godzilla apparaît pour se foutre sur la gueule avec le MUTO. Et c'est là qu'on constate la deuxième grosse erreur du film. Godzilla apparaît au bout d'1 heure. Merde, le film s'appelle Godzilla, pas MUTO, je me serais pas plaint à la limite si on avait laissé planer le mystère. Si on nous avait laissé entendre qu'il était là sans vraiment nous le montrer, un peu comme dans Les Dents de la Mer. Ça aurait fait monter l'intensité d'un cran, le suspense, l'excitation. Mais là on ne ressent pas l'excitation à l'idée de voir Godzilla, juste de l'attente. Il y a une certaine lassitude concernant l'intrigue qui peine vraiment à se mettre en place. Je vais pas développer le reste de l'intrigue, mais ça consiste en un combat entre les humains, Godzilla et MUTO, avec en toile de fond Ford qui veut trouver sa femme et son fils. Car bien évidemment, Godzilla et MUTO ont choisi de se battre à San Francisco. Ce qui est d'ailleurs une règle élémentaire des films d'action. Peu importe d'où part la menace, elle doit forcément arriver dans la ville du héros. Bon, maintenant on va faire abstraction de ses défauts. Que reste-t-il? On va déjà parler de la mise en scène. À ce niveau-là, il n'y a pas à dire, le film est génial. Gareth Edwards fait preuve d'une maîtrise totale et le film est parfaitement réalisé, allant même jusqu'à faire preuve d'originalité quand par exemple il décide de filmer le reflet d'une action dans un rétroviseur plutôt que de filmer directement l'action. Ce sont des petites touches mais ça fait vraiment plaisir à voir dans un film de ce genre. En plus de ça, les séquences impliquant les monstres sont toujours filmées d'un point de vue réel. On est par exemple très loin des mouvements de caméra extravagants à la Pacific Rim. Ici, tout est vu d'un point de vue humain. Comme si le caméraman faisait partie de la foule, ce qui souligne l'aspect réaliste des images et rend ces séquences d'autant plus impressionnantes. On pourrait aussi parler de la photographie absolument somptueuse qui nous offre des plans magnifiques. Vous l'aurez compris, le film est esthétiquement parfait. Gareth Edwards nous prouve qu'il a un sens visuel extrêmement poussé, et à ce niveau-là, le film tient toutes ses promesses. Et c'est d'autant plus dommage que ce soit qu'à ce niveau-là. 2-3 mots sur la BO avant de conclure. Elle est composée par Alexandre Desplat, un compositeur français extrêmement éclectique qui varie entre film d'auteur et blockbuster. Sa musique rend un bel hommage au film de kaiju de par un orchestre puissant et l'utilisation de cuivre. Cependant, elle est à l'image du film, efficace mais sans âme. En bref, de par des choix scénaristiques totalement insensés et principalement celui concernant Bryan Cranston, Godzilla échoue dans sa tentative de traiter son sujet en mettant les personnages au premier plan. Ça aurait pu marcher si le personnage principal avait été intéressant, mais c'est pas du tout le cas. La réalisation est parfaite, les séquences d'action impressionnantes et l'acte 3 est tout simplement anthologique, mais tout ça ne fait malheureusement pas de Godzilla le film de kaiju ultime qu'il aurait dû être. Malgré tout, vous allez peut-être trouver ça paradoxal, mais je vous le conseille. Parce que ça reste un spectacle visuel extrêmement impressionnant, avec certaines séquences proches du jamais vu. Mais ne vous attendez pas à y trouver ce qui devrait pourtant constituer la matière première de toute fiction digne de ce nom, l'émotion. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette première chronique subjectivement objective. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt. Je me demande si j'ai pas été un peu méchant.